Merci Jean-Michel de m'avoir invité d'abord et à la Société philosophique de Louvain aussi, bien sûr, et en plus sous l'œil bienveillant de Jean Ladrière que j'ai connu en tant que professeur sur des bancs de philosophie à Leuven. C'était encore l'époque de Leuven, une expérience inoubliable. Et je remercie également les autres orateurs qui m'ont précédé ou ceux qui peuvent encore venir, il y en a encore un je crois, pour tout ce qu'ils ont déjà développé et que je ne vais évidemment pas reprendre. Et je vais développer certains aspects du développement personnel et aussi peut-être souligner une source méconnue ou ignorée. Les diapositives sont là pour soutenir mon texte, donc il s'agit de présenter un sujet qui est très vaste et que je ne peux faire qu'aborder ou poser des questions, lancer des pistes. Donc médecine, psychologie et spiritualité, quelle philosophie pour le développement personnel? Alors, mes diapositives, elles sont là pour soutenir mon texte auquel je vais essayer de me fixer parce que j'ai la fâcheuse habitude de digresser quand je vois des diapositives. Et dès le départ, je vous signale que je ne suis pas philosophe, je n'ai pas le statut de philosophe, je ne suis pas non plus spécialiste en développement personnel. Néanmoins, je suis philosophe au sens d'amoureux de la sagesse, éventuellement avec un grand S, et aussi comme chercheur de vérité, pourrait-on dire aussi la vérité. Notre société postmoderne a tendance à relativiser le mot vérité, concept qui évoluerait avec l'homme lui-même et ne serait plus garant d'un éventuel fondement de notre réalité. L'amour de la sagesse renvoie à une certaine éthique, une attitude pratique, une position par rapport aux autres et au monde, et la recherche de la vérité renvoie plutôt à l'être lui-même et à ce qui fonde notre réalité concrète. Nous verrons si le développement personnel répond à ces deux aspects philosophiques. Nous aborderons la question en tout cas. Quant au mouvement de développement personnel, j'y suis lié, comme l'a souligné Jean-Michel, avec un groupe de psychologie et de psychothérapie humaniste et aussi par ma pratique de sophrologie, d'état modifié de conscience, hypnose et méditation en particulier, que j'ai développé plus particulièrement ces derniers temps. Je ferai une remarque de départ. Peut-être devrions-nous parler des pratiques de développement personnel plutôt que de parler du développement personnel en tant qu'entité circonscrite, car c'est une source de malentendus. En effet, le développement personnel tel qu'on en parle, c'est un groupe hétérogène, protéiforme, qu'il est difficile de mettre sous une même bannière, sous peine de créer des contresens. C'est d'ailleurs sans doute à cause de cela que l'on trouve des jugements élogieux d'une part et des critiques acerbes d'un autre côté. Nous nous trouvons ici devant le même problème que celui des médecines complémentaires et alternatives ou non conventionnelles, qui étaient autrefois appelées les médecines parallèles. Un groupe que j'ai bien étudié aussi en rapport avec l'université de Louvain. C'est un groupe disparate où certaines pratiques sont validées scientifiquement et d'autres paraissent complètement farfelues, sinon dangereuses. Dans l'expression développement personnel, il y a donc deux termes, développement et personne. C'est tout un programme qui découle de l'émergence de la psychologie humaniste, avec Carl Rogers et Abraham Maslow principalement. On a parlé aussi de troisième force, de mouvement du potentiel humain, dénomination qui préfigure le développement personnel dont nous parlons. Voyons donc ces deux aspects du développement personnel. D'un côté, le développement qui indique un mouvement, une évolution, un changement.
et de l'autre côté le mot personnel ou la personne qui montre un aspect plus fixe, un côté identitaire qui renvoie à une anthropologie fondamentale et donc une recherche de l'être, éventuellement une ontologie. En réalité, cette ontologie reste absente du développement personnel qui est centré sur la pratique et sur la recherche du comment bien vivre, comment être équilibré, comment évoluer en développant les capacités inhérentes à notre existence. C'est une attitude pragmatique centrée sur le comment faire plutôt que sur le pourquoi la vie est-elle ainsi faite. Chaque type de développement personnel propose sa propre méthode qui doit être appliquée telle qu'elle pour évoluer. Les seuls critères justificatifs sont ceux énoncés par les fondateurs. On rentre dans une adhésion basée sur l'expérience des praticiens et plus récemment sur quelques preuves scientifiques de l'efficacité de telle ou telle méthode. Les promoteurs des méthodes de développement personnel ne s'embarrassent pas de démonstrations philosophiques. S'il y en a, elles restent implicites. Le lien avec la philosophie est plutôt à voir dans le sens d'une certaine sagesse, d'un mode de vie adapté à la société et en conformité avec les attentes et les capacités de l'individu. Les vérités, les fondements sont affirmés sans être discutés. Ce qui est dit semble acquis par l'expérience et l'important est de vivre l'expérience plutôt que d'en discuter les fondements. C'est la prédominance de l'expérience sur la théorie. On viendra à ceci après. Et donc, vivre l'expérience, c'est ce qui est fondamental dans le développement personnel. C'est l'apprentissage par le savoir-faire plutôt que par le savoir. C'est aussi l'idée répandue dans toutes les cultures, d'ailleurs, que nous avons besoin de certains apprentissages pour développer des capacités inhérentes à l'être humain, avec des moyens initiatiques éventuels dans les sociétés traditionnelles. À remarquer que le développement personnel propose également de vivre des expériences que les personnes cherchaient auparavant dans des sociétés d'initiation, des sociétés occultes, des sociétés secrètes, des sociétés ésotériques. C'est partiellement vrai, évidemment, mais telles que, par exemple, l'acquisition de pouvoirs extraordinaires ou paranormaux. Revenons au mot développement. Ça suppose un mouvement qui commence quelque part pour aboutir ou tendre vers un aboutissement. Bien que le développement personnel prenne son origine dans des considérations et des pratiques psychologiques, nous pouvons faire un petit détour par la biologie avec l'exemple de la fleur qui s'épanouit au soleil. L'arbre en croissance va faire éclore des fleurs et ensuite des fruits peuvent apparaître. Tout cela donne un sens à la continuité de la vie des végétaux. Par analogie, on peut se demander si l'être humain comporte aussi un processus de croissance, pas seulement physique, mais aussi psychique. C'est ce que Maslow a appelé l'accomplissement personnel du soi. Si d'un côté nous nous sentons génétiquement déterminés dans notre être biologique, comme les plantes et les animaux, avons-nous d'un autre côté un déterminisme psychologique qui nous pousse à grandir, à nous développer dans une direction déterminée? N'est-ce pas justement dans notre être psychique que nous pouvons trouver des ressources, des capacités, des possibilités qui nous permettent d'évoluer avec une certaine liberté et d'utiliser ce facteur humain qu'on appelle la créativité? Un facteur qui nous permet de ne plus subir les lois du hasard, mais au contraire de les manipuler, dans un sens positif. Le mot développement nous indique aussi un enveloppement, comme la semence dont le noyau est enveloppé par une écorce. Il y a donc l'idée de quelque chose de caché qui devrait être révélé, l'idée d'un processus qui suit un plan de développement. C'est très évident en biologie, mais moins en psychologie.
Parce que le développement de la personne, qui est le titre d'un livre de Carl Rogers, ne doit pas être confondu avec la psychologie du développement. La psychologie humaniste et le développement personnel tel qu'il est développé par les psychologues humanistes et après par les promoteurs du développement personnel, tout ça n'est pas là pour décrire l'évolution de l'être humain à partir de l'enfant jusqu'à la vieillesse, mais plutôt pour orienter le développement dans un sens qui paraît être le plus adéquat pour devenir un humain accompli. Être ou devenir humain, c'est d'abord considérer que nous ne sommes pas des animaux comme les autres, malgré la forte tendance biologisante dans les milieux scientifiques et médicaux. Nous serions seulement des primates un peu plus évolués que nos cousins bonobos et chimpanzés. Nous avons bénéficié d'un saut évolutif de l'émergence de la conscience. Avant, nous étions conscients, comme le lion est conscient de la gazelle, et maintenant nous sommes conscients d'être conscients, et nous pouvons choisir de courir ou non après la gazelle. C'est ce qu'Edelman appelle le darwinisme neuronal, qui produit l'émergence de la conscience. Comment et pourquoi, nous n'en savons rien. C'est un simple postulat, une hypothèse, une dénomination qui est mise sur un processus et qui permet de croire qu'on explique un phénomène parce qu'on a mis un mot pour le désigner. Les médecins sont champions pour cela et les psychologues aussi. Et peut-être que nous croyons que tous ces mots expliquent réellement ce que nous vivons. Tout ceci pour dire que nos explications du mot développement ne rendent pas nécessairement compte de l'origine et des buts du développement. Nous touchons ici à un point fondamental du développement personnel. Le développement personnel ne répond pas à la question de savoir si les processus que l'on développe sont déjà perceptibles avant leur développement, car l'un des principes, c'est de créer les processus, de les fabriquer, de les développer, de développer des aptitudes, des capacités supposées exister en nous. Et l'important, c'est le résultat. Il ne s'agit pas de disséquer la poule pour savoir si l'œuf est déjà là, ni d'ouvrir l'écorce de la semence pour y voir un arbre miniature. Il s'agit de développer des aptitudes, des capacités, par des processus divers qu'on appelle le développement personnel. Ces capacités sont créées, fabriquées ou encouragées, car elles n'apparaissent pas ou peu de manière naturelle. Si vous n'avez pas de moyens de locomotion, mais que vous avez du bois, du métal et la capacité de produire de l'électricité, et que vous avez un plan mental qui inclut la roue, alors il n'est pas nécessaire de vous demander si une voiture existe quelque part, il faut la fabriquer vous-même. Autrement dit, la réalité n'existe pas à la manière d'un paysage que nous pouvons découvrir lors d'un voyage en train. C'est l'image du sujet qui découvre un objet déjà présent. Mais ce qui nous arrive est ce que nous construisons nous-mêmes. L'expression de développement personnel signifie que l'être humain peut se développer par lui-même, mais il faut évidemment des pistes et des guides, et c'est pour cela que le mouvement du développement personnel existe, en proposant de multiples pistes. Alors, comme la psychanalyse, je vais maintenant passer l'autre dia. Donc, comme la psychanalyse, le courant de psychologie et de psychothérapie humaniste vise aussi à englober l'être humain dans sa totalité et à proposer une certaine anthropologie qu'on peut appeler philosophique. Par exemple, une conception ternaire de l'être humain, que je ne vais pas développer. Mais je reprends ici une diapositive de Marc-Antoine Gavret qui vous permet de revoir un peu une définition générale du développement personnel. Donc je le lis. Le développement personnel, c'est un ensemble hétéroclite de pratiques visant à améliorer la connaissance
et à valoriser ses talents et ses potentiels, à améliorer sa qualité de vie, à réaliser ses aspirations et ses rêves par le biais d'une méthode volontariste, délibérément optimiste, par l'abandon des pensées négatives au profit des seules pensées positives. Voilà, c'est une définition, comme il dit, c'est une définition large qui englobe aussi justement la philosophie antique qu'il a développée avec le stoïcisme. Alors, le développement personnel ici, on peut le replacer dans une évolution plus fondamentale de notre société et de notre culture occidentale dans la deuxième moitié du XXe siècle. Hein. C'est ce qu'on a appelé aussi les 60s, pour d'autres ce sont les 60s. Hein. Il s'agit d'un moment clé dans l'histoire de l'humanité, pas seulement en Occident, avec la révolution de mai 68 en France, mais aussi avec la révolution culturelle chinoise. On pourrait y ajouter le Concile du Vatican II, la décolonisation, la démilitarisation, le lancement de fusées spatiales habitées, l'alunissage, ainsi que le développement explosif des technologies de communication et principalement de l'informatique. Tout cela ne s'est pas fait en une décade, mais le ferment y était. En psychologie, l'essor de la psychologie humaniste dans la société pragmatique américaine a produit de multiples dérivés de type utilitaire, tels que le développement personnel, mouvement du développement personnel. On a aussi assisté à l'essor des sciences cognitives et des neurosciences, qui ont marqué une rupture, un changement de paradigme pour la psychologie, qui est passé du champ de la philosophie au champ de la science. Et on peut voir ça aussi dans le développement personnel. Il n'y a pas de lien direct avec la philosophie, ni avec une conception anthropologique bien déterminée. C'est l'utilitarisme qui compte. Parfois, on fait référence à la science, surtout à l'heure actuelle, mais principalement, donc à ce qui est mis sur la diapositive maintenant, c'est l'expérience, et ce qui compte, c'est presque uniquement l'expérience. Si la thérapie primale, par exemple, est intéressante et efficace, c'est parce que le fondateur, Arthur Janov, a vécu avec des patients quelques expériences de guérison significatives à partir d'un cri libérateur qu'on a appelé le cri primal. Et donc, ce n'est plus la théorie qui justifie les pratiques, c'est la pratique qui mène à la théorie. C'est une caractéristique intéressante et importante du développement personnel, c'est l'importance primordiale accordée à l'expérience plutôt qu'à la théorie. Nous étions dans l'optique de l'ancien monde occidental européen qui est plutôt attaché aux grandes spéculations philosophiques, alors que dans le nouveau monde, on regarde les faits, les expériences et on en tire des conclusions pragmatiques ou thérapeutiques. Et on va vers un équilibre, une évolution psychologique nouvelle. Et nous ne pouvons pas non plus donner tort à cette approche de l'humain, car elle nous permet en effet d'évoluer vers un bien-être, vers une délivrance de problèmes. Elle nous permet de développer des capacités sans nécessairement nous poser la question de savoir si nous les possédions. Faites-le et vous verrez. C'est aussi, par exemple, la question de l'acquisition de diplômes à l'européenne plutôt que de l'acquisition des compétences aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez réussir dans la vie si vous avez des compétences plutôt que des diplômes. Et il y a aussi une part de vérité dans cela. On peut dire que le développement personnel est l'équivalent, donc comme j'ai dit, dans le domaine psychologique, des médecines complémentaires et alternatives au niveau biologique. Et ces deux courants se sont développés hors du champ académique et souvent même le revendiquent en s'y opposant. Alors, quel est ce qui sous-tend ce mouvement du XXe siècle, de cette deuxième moitié du XXe siècle, qui a permis la naissance du développement personnel, schématisé évidemment,
Mais on peut dire qu'il y a ce grand désir de libération de ce que la psychologie humaniste appelle l'autodétermination, l'autonomie, donc notre capacité à dépasser les limites, de nous libérer des conditionnements, qu'ils soient génétiques, physiques, psychiques, culturels, philosophiques et même spirituels. La religion peut-elle évoluer? Idée impensable quand on transmet l'idée de vérité absolue, intangible, évidemment. C'est aussi la question de l'empowerment, un terme bien connoté dans le monde anglo-saxon, donc qui est cette autonomisation de l'individu, ce pouvoir augmenté par l'individu, et qui a des effets aussi en médecine en particulier. Et mon ami David Servan-Schreiber en avait parlé lors d'une conférence aussi à l'université de Louvain. En fait, ce mouvement de libération n'est pas du tout nouveau en tant que concept, nous allons le voir, mais c'est nouveau en tant que mouvement global qui entraîne toute une société à évoluer, à se transformer et à promouvoir dans certains domaines un mode de vie quasi opposé à celui qui était enseigné de manière traditionnelle. Et donc, ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que le développement personnel, c'est pas quelque chose d'isolé, ça fait partie de notre évolution de la culture, la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, cette voie de libération des conditionnements est très ancienne, puisqu'elle est indiquée très précisément dans les Yoga Sutras, pardon, de Patanjali. C'est même le but du Raja Yoga. Mais il s'agissait là d'une voie individuelle qui a été enseignée depuis des millénaires et qui est la libération aussi du cycle des incarnations. Ces concepts qui sont philosophiquement très élaborés étaient associés à des pratiques rigoureuses et ont imprégné la société hindoue. On pourrait dire que les hindous ont fait du développement personnel depuis des millénaires, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. La différence, c'est que chez nous, le mouvement de développement personnel a été contemporain d'une révolution culturelle qui s'est manifestée dans différents domaines de notre société. Il s'agit pour nous de quitter les dogmes du passé pour bâtir ceux de l'avenir. Alors, je vais faire un petit détour maintenant, j'ai encore du temps, je pense, par la biologie, par la médecine, donc la biologie médicale, pour voir les liens éventuels avec le développement personnel. Et nous savons que en médecine ou en sciences, les paradigmes scientifiques n'évoluent pas en fonction des faits ni des expériences scientifiques, mais plutôt dans le sens que c'est notre manière de les interpréter et surtout la manière dont nous acceptons de remplacer les anciennes lois supposées immuables par de nouvelles lois. Trois exemples qui me concernent aussi dans mon évolution à propos de la médecine, de mes études de médecine. D'abord, l'évolution ici, donc je vais passer, donc expérience, créativité, donc libération, autodétermination, empowerment, je viens d'en parler. Et en biologie, trois aspects. La génétique, l'évolution de la génétique vers l'épigénétique. Non seulement l'expression de nos gènes peut varier en fonction de l'environnement et même de l'environnement psychologique, mais on peut même modifier nos gènes avec des techniques d'ingénierie génétique que la plupart d'entre nous ont expérimenté depuis 2 ans par la diffusion planétaire d'injections d'ARN messager. Un autre aspect, ce sont les cellules souches. En 1969, à la fin de mes études de médecine, nos cellules naissaient et mouraient sans aucune modification possible. 10 ans plus tard, les recherches montraient que les cellules pouvaient se différencier en nouveaux tissus et même en organes. Et c'est en fait ce qui se passe en embryologie, mais on croyait que ce processus était impossible à reproduire à l'âge adulte. Troisième aspect, c'est la plasticité neuronale. En 1969, je perdais irrémédiablement, maintenant encore sans doute, 100 000 neurones par jour sans espoir de retour. Mais actuellement, on voit que même les neurones peuvent se régénérer, ce qui était considéré comme impossible auparavant.
Alors, que nous disent ces trois exemples en rapport avec le développement personnel? D'abord, que le mot impossible doit être associé à une expression scientifique qui dit « dans l'état actuel de la science ». Que l'être humain a réellement des capacités insoupçonnées et qu'on peut légitimement se poser la question des limites de nos capacités. Que le travail sur soi, même au niveau biologique, produit des résultats surprenants et parfois inattendus. Ça se voit en génétique et peut servir à conforter les prétentions du développement personnel. On voit aussi que la vie est plus mouvante, plus fluide, plus évolutive que ce que nous pouvions penser. Nous pourrions donner de nombreux exemples de la spécificité de l'être humain ici par rapport aux lions et aux gazelles, mais j'y reviendrai éventuellement avec cette question de la réduction en termes statistiques de tout ce qui existe dans le domaine humain, ce qu'on pourrait appeler la reductio ad statistica, qui est une manière de faire croire que l'on sait quelque chose sur un phénomène simplement parce qu'on l'a inclus dans des statistiques et dans des calculs de probabilité. Alors, donc, conclusion à partir des données biologiques, c'est qu'il existe des possibilités d'échapper à certains conditionnements et de se libérer de certains déterminismes qui étaient considérés comme absolus en 1945. Alors, on arrive à ce versant, donc, échapper au conditionnement, le versant psychologique du développement personnel. Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Et l'émergence et le retour, si on peut dire, du corps et du groupe à partir du New Age, en particulier, le Nouvel Âge, qui a été contemporain du développement personnel avec beaucoup de points communs. Donc, ce sont un esprit nouveau, des pratiques nouvelles, avec le corps, le groupe. Le mot personnel ne signifie pas qu'il s'agit toujours d'un travail individuel, c'est un travail qui développe ou qui permet à l'individu d'évoluer, mais souvent aussi avec des pratiques de groupe. Donc le corps et le groupe sont deux caractéristiques de l'humain qui ont été remises en valeur par cette psychologie humaniste, suite particulièrement à l'excès de relations individuelles vécues en psychanalyse. Alors, au lieu de se centrer sur les origines inconscientes de nos comportements et de notre personnalité dans le développement personnel, on se centre sur l'être conscient. Nous sommes conscients, nous pouvons nous autodéterminer, nous pouvons faire des choix conscients. Au lieu de se sentir agi par le ça ou le surmoi, on agit en rétablissant le moi dans sa puissance de décision. Ce ne sont plus les pulsions qui nous guident, mais des choix conscients que nous faisons. Et donc, c'est plus vraiment l'analyse des situations, mais plutôt la manière dont nous choisissons d'y répondre qui est important. Alors, quand le développement dit que si nous changeons nos croyances, nous pouvons changer notre réalité, est-ce que c'est possible? Voilà, c'est une question. On passe alors à un autre aspect, donc accomplissement du soi. Et ici c'est déjà plus loin, donc je vais rester là-dessus. C'est le côté personnel, donc puisqu'il y a développement et personnel, qu'est-ce que ça veut dire personne dans le développement personnel? On peut voir la personne sous deux aspects opposés mais complémentaires, comme les deux faces d'une monnaie. D'un côté, la face extravertie qui correspond à la persona jungienne, c'est-à-dire la manière dont nous apparaissons dans le monde, à nos yeux, aux yeux des autres, l'aspect social, le rôle social, ce que l'on montre de soi comme au théâtre, et aussi la manière dont nous sommes perçus par les autres, que ce soit dans des relations familiales, amicales, professionnelles ou autres. D'un autre côté, l'autre face, nous pouvons penser ou imaginer ou sentir ou intuitionner ce qu'est l'essence même de notre personne, ce qui se situe au centre de nous-mêmes et forme le noyau moteur de notre évolution. C'est là où Maslow parle de l'accomplissement du soi.
j'ai passé un peu pour un pas. Mais donc l'idée générale, hein, c'est que tout ce que nous trouvons en nous, hein, ou ce qu'on a appelé le inner self, le higher self, le moi profond, toutes les performances, les aptitudes, tout cela nous fait penser que l'impossible est à notre portée. Et cet accomplissement du soi, le soi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est tout un programme de discussion aussi, parce que le mot soi renvoie à tellement de notions différentes que nous n'avons pas le temps de développer ici. Donc, comme on l'a dit, le développement personnel, c'est plutôt une démarche pragmatique qui est centrée sur des processus, sur des méthodes à appliquer, des résultats à obtenir. Hein, c'est pas présenté comme un cursus d'acquisition de connaissances au sens académique du terme, mais le mot outil revient très souvent. Hein. Les outils pour gérer le stress, les outils pour s'affirmer, les outils pour être plus performant, les outils pour améliorer le bien-être, etc. Bon, tout ça est sujet à critique, évidemment. Hein. On peut y revenir à toutes ces critiques. Mais par rapport aux critiques, on peut se demander qui fait les critiques et d'où viennent les critiques. Je vais pas non plus développer le sujet, mais il est évident que nous partons tous avec des a priori, hein, des critiques objectives, c'est difficile à trouver. Mais il faut remarquer que dans la psychologie humaniste, et donc l'origine du développement personnel, Carl Rogers a été l'un des premiers, sinon le premier, à introduire l'évaluation scientifique de la pratique clinique. Il a montré, donc, dans sa pratique clinique, l'application des principes de non-directivité, de tous ces principes de base, ces attitudes de base, produisent des effets thérapeutiques pertinents. Puis il y a eu donc ce paradigme scientifique qui a infiltré le développement personnel. Et on a parlé alors du cerveau computer, et pour dire, notre cerveau c'est comme un computer, on peut changer de programme, c'est tout, hein, c'est pas plus compliqué que ça, il suffit de changer de programme. Et depuis quelques années, on se rend compte aussi que le cerveau ne fonctionne pas vraiment comme un ordinateur. Et maintenant, le paradigme scientifique dominant dans toutes les nouvelles psychologies, les psychologies énergétiques, le travail sur soi en profondeur, tout ce que vous pouvez trouver de plus récent, c'est basé sur la physique quantique. Le développement personnel en profite largement. La chose quantique est le meilleur ingrédient pour la réussite des séminaires, ateliers, conférences sur le développement personnel. La chose quantique nous envoie dans les étoiles, dans le futur ou dans un passé lointain, car on sait que le temps, l'espace n'existent pas et que c'est notre conscience qui nous fait percevoir le monde de cette manière. Bon, je caricature, mais pas tellement. Hein. Un physicien comme Philippe Guillemont, dont certains connaissent très bien les œuvres, est maintenant un des phares qui illumine les nouvelles pratiques de développement personnel. Hein. Le côté irréfutable des lois de la physique quantique permet d'imaginer des transformations incroyables dans notre vie physique et psychique. On parle de psychologie quantique, de médecine quantique, de conscience quantique, avec de merveilleux corollaires comme l'énergie infinie du vide, la possibilité des sauts dans le temps, dans l'espace, en bref, une transformation radicale de l'être humain. Bon, je ne vais pas citer tous ces représentants. Voyons aussi des limites pour le développement personnel par rapport à la thérapie, encore du temps. Il est 28. Hein? 28, je sais pas, encore 10, 15 minutes. Des limites qu'on peut voir entre le mot thérapie et développement personnel. On dit toujours, le développement personnel commence là où s'arrête la thérapie. Mais c'est le même problème qu'avec les médecines complémentaires et alternatives. À quel moment fait-on un soin de santé, de prévention, de bien-être, et à quel moment commence-t-on à soigner des personnes?
Hein, on soigne des personnes en bonne santé pour les améliorer en quelque sorte dans leur bien-être, mais s'ils sont malades, peut-être qu'ils vont aussi guérir avec ces mêmes types de pratiques. Comme disait Freud, la guérison peut venir de surcroît dans toutes ces méthodes. Et donc il y a un continuum subtil entre les pratiques de bien-être, les soins de santé, au sens de donner des soins pour se maintenir en bonne santé, ce qui est appelé aussi médecine préventive, et aussi des conseils de santé comme les pharmaciens peuvent en donner maintenant, sans vraiment traiter des malades. Il y a des lois qui déterminent le rôle des uns et des autres, mais en pratique, c'est pas tout à fait la même chose, parce que comment peut-on savoir si une conversation chaleureuse et des conseils psychologiques ne sont pas une forme de thérapie? Hein, il y a quelques exemples précis avec le yoga, le tai chi, le qigong. Hein, ce sont des pratiques de bien-être et d'évolution psychosomatique, mais ils peuvent aussi être versés dans la catégorie de médecine préventive, et on trouve des études en médecine intégrative sur les effets thérapeutiques de la pratique de ces différentes disciplines. C'est dire que la frontière est bien difficile à définir entre ce qui est thérapeutique et ce qui ne l'est pas. Et l'exemple le plus frappant à l'heure actuelle, c'est celui de la pratique de la mindfulness, donc qui a été traduite en français par pleine conscience. Cette pratique qui est dérivée du bouddhisme, dans ce qu'on peut appeler un bouddhisme aseptisé par les occidentaux, est une manière d'être au monde, une présence au monde qui s'associe à des pratiques de méditation. C'est un travail psychologique laïcisé. Kabat-Zinn, qui est le fondateur de ce type de pratique, a laissé de côté l'arrière-plan philosophique et spirituel qui est lié à la pratique du bouddhisme. Il a en quelque sorte isolé le principe actif d'une méthode qu'il a pu insérer dans des pratiques formelles de type psychologique et psychosomatique. C'est d'ailleurs une excellente méthode de bien-être. On connaît l'expression être zen. Et elle constitue sans doute la pratique psychologique et psychosomatique la plus étudiée scientifiquement depuis le début du siècle. La mindfulness est maintenant une pratique dont les effets positifs sont scientifiquement prouvés. Et il se fait que comme on a montré des effets biologiques, physiologiques et psychologiques à la mindfulness, il y a un des modules qui s'appelle, entre autres, qui s'appelle Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT. Thérapie, on a dans cette dénomination le mot thérapie, parce que c'est scientifiquement prouvé, et donc on voit que la frontière entre développement personnel et la prétention à la thérapie n'est pas évidente. Je passe sur une proposition éventuelle de classification qui peut faire partie d'un texte de publication, et j'en arrive, donc les limites, est-ce que la science dit des choses pertinentes? J'en arrive, puisque j'ai dit spiritualité, à l'origine spirituelle du développement personnel. On a vu déjà Patanjali, donc je n'y reviens pas, mais de manière traditionnelle, les grands courants religieux et de nombreux courants philosophiques, surtout antiques, ont considéré que le monde était d'abord un monde spirituel à partir duquel le monde physique est apparu. C'est l'esprit qui crée la matière. Dans notre monde académique universitaire, ici où nous sommes, je crois, je ne dis pas qu'on dit cela ici précisément, mais c'est l'esprit universitaire actuel, c'est plutôt la matière qui crée l'esprit. On nous dit que l'esprit ou la conscience est une propriété émergente de la matière, ou de l'évolution. Voilà. Alors, dans le développement personnel, il y a bien sûr des courants différents, dont certains sont plutôt matérialistes et d'autres plutôt spirituels, avec des affirmations de tous ordres. Et on revient aussi à ce concept d'âme. On sait que le mot psychologie veut dire la science de l'âme, mais maintenant, quand on voit les définitions actuelles de la psychologie, c'est plutôt devenu une discipline scientifique qui étudie les comportements et les processus mentaux ou psychiques. Donc la psychologie a été vidée de son âme, et il faut bien que cette âme revienne par des voies différentes, des voies parallèles, comme le développement
personnel. Ce qui a été refoulé revient. Et nous avons vu la philosophie antique avec Marc-Antoine Gavray, le stoïcisme, mais nous avons donc sans doute refoulé, occulté, omis, ignoré une des véritables racines dont Carl Rogers ne parle pas, mais dont il a été imprégné par son rôle de pasteur protestant au début de sa carrière. Les qualités de la thérapie non directive de Carl Rogers sont ceux qu'on peut trouver dans les évangiles, en fait. L'attitude inconditionnelle positive, qu'on peut aussi traduire par amour inconditionnel, l'empathie, l'authenticité ou congruence, tout cela, tout ce qu'on peut trouver dans le développement personnel et chez Carl Rogers au départ, on peut le voir aussi dans l'Évangile. Et il fallait que ce soit un protestant affranchi de l'autorité de l'Église qui puisse remettre ses attitudes éthiques qui rejoignent donc l'amour de la sagesse dans le champ de la psychothérapie. Entre-temps, les psychologues catholiques européens étaient plutôt séduits par la culture mortifère de la psychanalyse freudienne. Je dis bien psychanalyse freudienne parce que si on parle de Jung, c'est pas la même chose. Et il semble que l'Église, peut-être avec raison ou sagesse, a eu peur de laisser libre cours à ce que le développement personnel prône constamment, c'est-à-dire le développement de la conscience individuelle. Le développement de la conscience individuelle. Le développement personnel nous répète que tout est possible si on le décide, que notre esprit est créateur de notre réalité. L'expression « mind is a builder », c'est notre mental qui nous construit, dans une conception où le mental est cet aspect psychique de l'être humain, intermédiaire entre le corps, body, et l'esprit, spirit. C'est donc notre corps psychique, mental body, qui nous permet de nous transformer par nous-mêmes. Mais d'où vient tout cela aussi, si on prend les origines très anciennes, tout d'un coup, j'y ai pensé évidemment, je tombe sur ce texte de l'Évangile où vous voyez, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, le grand précurseur oublié du développement personnel, c'est Jésus. Il faut bien le voir. Comment les chrétiens ont-ils pu occulter des paroles pareilles? Est-ce que ce sont des paroles illusoires, symboliques? Est-ce que nous pourrions faire mieux que la résurrection si Jésus est vraiment ressuscité? Et Jésus, il a aussi dit, il a dit, ça je l'ai pas mis en fait, mais je vous le cite, une autre citation de l'Évangile, en Matthieu 21 et 21-22, je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Mais on croirait entendre l'annonce d'un workshop de développement personnel. Si on y croit, Jésus a instillé en nous cette croyance que nous pouvions faire des choses extraordinaires. Et pouvons-nous, à la suite de ces paroles, croire que l'extraordinaire peut surgir de l'ordinaire? Que ces paroles ont quand même travaillé nos inconscients depuis 2000 ans, et dans les premiers siècles de l'Église, les pères de l'Église nous ont dit aussi, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est attribué à saint Augustin, mais c'est tout un état d'esprit d'époque, et c'est aussi tout un programme de développement personnel. Alors comment avons-nous reçu l'enseignement de croyances limitantes qui nous ont empêchés de croire à tout cela? Je ne sais pas, c'est une question. Et donc, quelle différence y a-t-il? Voilà, donc je termine.
Quelle différence y a-t-il entre le développement personnel, donc démarche peut-être philosophique, en tout cas pragmatique, et ce que je viens de dire des évangiles, des paroles de l'évangile? Une différence entre les affirmations de Jésus et les affirmations spectaculaires de développement personnel, c'est tout simplement que comme pour la mindfulness, je l'ai dit tout à l'heure, notre société moderne a laïcisé le côté divin de l'homme. On nous parle maintenant des capacités intrinsèques de l'être humain sans faire référence à Dieu. Dans le christianisme, nous étions des co-créateurs éventuels, mais il faut avoir la foi pour accomplir des miracles, tandis que dans le développement personnel, nous sommes purement créateurs et il faut croire en soi pour réaliser son plein potentiel. Et donc nous avons là une des critiques et un des dangers principaux du développement personnel, c'est que l'homme peut se prendre pour un dieu, c'est pas la première fois évidemment, et donc l'hubris, le fameux pire des péchés, l'orgueil. Voilà, je termine, il y a encore une dia. Est-ce que, alors on peut faire rejoindre quelque part le développement personnel avec une démarche philosophique? Oui, si on s'attache à un amour de la sagesse, on va bien sûr appliquer des principes éthiques, une réflexion éthique, une charte éthique dans les pratiques de développement personnel. Et si on recherche la vérité, on va s'attacher à des paradigmes dont le paradigme scientifique est le principal à l'heure actuelle, et donc peut-être aller vers une forme d'être. Voilà, donc ceci est ma conclusion. Je vais juste vous mettre une citation qui n'est pas vraiment ma conclusion, c'est pour illustrer le propos général en philosophie. C'est une citation de Kurt Gödel, le logicien. Se vouer à la philosophie est toujours salutaire, même quand il n'en sort aucun résultat positif. Cela a pour effet que la couleur semble plus éclatante, c'est-à-dire que la réalité apparaît clairement comme telle. Eh bien, je vous remercie de m'avoir permis de philosopher un peu avec vous.